Pendant que vous lisez cette phrase, vous venez de parcourir plus de 500 kilomètres dans l'espace. Pas parce que vous bougez, mais parce que tout bouge autour de vous. La Terre, le Soleil, la galaxie, tout est en mouvement constant. Nous vivons sur un vaisseau spatial naturel qui voyage à travers le cosmos à des vitesses stupéfiantes, et la plupart des gens n'en ont aucune idée. Aujourd'hui, je vais vous révéler les vraies vitesses auxquelles vous voyagez, comment nous les avons mesurées et pourquoi vous ne sentez absolument rien malgré ces vitesses incroyables. Si l'astronomie et les mystères de notre mouvement cosmique vous captivent, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de laisser un like. Commençons par le mouvement le plus proche, celui que vous pouvez presque sentir si vous y réfléchissez. La rotation de la Terre sur elle-même. En ce moment, pendant que vous êtes assis tranquillement, vous tournez avec la planète comme un passager sur un gigantesque manège cosmique. La Terre effectue une rotation complète sur son axe en environ 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. C'est ce que nous appelons un jour sidéral, légèrement différent du jour solaire de 24 heures que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Cette différence vient du fait que pendant que la Terre tourne, elle orbite aussi autour du Soleil, ce qui change légèrement l'angle sous lequel nous voyons le Soleil. Maintenant, voici la question clé. À quelle vitesse cette rotation vous fait-elle bouger? La réponse dépend de votre emplacement sur la planète. Si vous êtes à l'équateur, vous vous déplacez à environ 1670 km par heure. C'est plus rapide qu'un avion de ligne commerciale qui vole généralement entre 800 et 900 km par heure. Pour mettre cela en perspective, imaginez que vous êtes à l'équateur et que vous pourriez soudainement arrêter la rotation de la Terre. Vous continueriez à bouger vers l'est à 1670 km par heure en raison de l'inertie. C'est comme être dans une voiture qui freine brusquement, sauf que la voiture roulerait à une vitesse plus de 28 fois supérieure à celle de n'importe quelle voiture de course. Mais si vous n'êtes pas à l'équateur, votre vitesse est différente. Plus vous vous rapprochez des pôles, plus votre vitesse de rotation diminue. À Paris, situé à environ 49 degrés de latitude nord, vous vous déplacez à environ 1060 km par heure. À Moscou, à 56 degrés de latitude, c'est environ 900 km par heure. Et exactement au pôle nord ou sud, votre vitesse de rotation est essentiellement zéro. Vous tourneriez simplement sur place, comme une ballerine sur la pointe de ses pieds. Pourquoi cette différence? C'est une question de géométrie simple. La Terre est approximativement une sphère avec une circonférence à l'équateur d'environ 40 075 km. En 24 heures, si vous êtes sur l'équateur, vous devez parcourir toute cette distance pour faire le tour complet. Mais à des latitudes plus élevées, vous êtes sur un cercle plus petit, donc vous avez moins de distance à parcourir dans le même temps. Calculons cela plus précisément. La formule est simple, vitesse égale circonférence divisée par temps. À l'équateur, c'est 40 075 km divisé par 24 heures, ce qui donne environ 1670 km par heure. À 45 degrés de latitude, le rayon du cercle que vous parcourez est environ 70% de celui de l'équateur, donc votre vitesse est aussi environ 70%, soit environ 1170 km par heure. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si nous nous déplaçons si vite, pourquoi ne le sentons-nous pas? Pourquoi ne sommes-nous pas projetés dans l'espace par la force centrifuge? La réponse est double. Premièrement, la vitesse constante ne se sent pas. Ce que nous ressentons, c'est l'accélération, les changements de vitesse ou de direction. Quand vous êtes dans un avion volant à 900 km par heure, vous ne sentez pas la vitesse. Vous ne la sentez que pendant le décollage et l'atterrissage, quand la vitesse change. La Terre tourne à une vitesse constante, donc nous ne ressentons aucun mouvement. Deuxièmement, il y a effectivement une force centrifuge due à la rotation de la Terre, mais elle est relativement faible. À l'équateur, cette force centrifuge réduit la gravité effective d'environ 0,3%. Cela signifie que si vous pesiez exactement 100 kg au pôle Nord, vous ne peseriez que 99,7 kg à l'équateur. La différence est là, mais elle est si petite que vous ne la remarquez pas dans la vie quotidienne. Il y a cependant des effets observables de la rotation de la Terre. L'un des plus fascinants est l'effet Coriolis. Quand un objet se déplace sur une grande distance à la surface de la Terre, la rotation de la planète fait dévier sa trajectoire. Dans l'hémisphère nord, les objets dévient vers la droite. Dans l'hémisphère sud, ils dévient vers la gauche. Cet effet est crucial pour comprendre les modèles météorologiques. Les ouragans tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud, en grande partie à cause de l'effet Coriolis. Les courants océaniques suivent aussi des modèles influencés par cette force apparente. L'effet Coriolis affecte même les objets que nous lançons. Si vous tiriez un missile balistique sur 1000 km vers le nord depuis l'équateur, il dévierait de plusieurs kilomètres vers l'est pendant son vol. Les artilleurs de longue portée doivent tenir compte de cet effet dans leurs calculs.
Un autre effet de la rotation de la Terre est son aplatissement. La force centrifuge fait légèrement gonfler l'équateur. La Terre n'est pas une sphère parfaite, mais un ellipsoïde aplati. Le rayon équatorial est environ 21 km plus grand que le rayon polaire. C'est une différence d'environ 0,3%, petite mais mesurable. Cet aplatissement a des conséquences pratiques. Le mont Everest dans l'Himalaya est le point le plus élevé au-dessus du niveau de la mer à 8848 mètres. Mais le point le plus éloigné du centre de la Terre n'est pas l'Everest. C'est le sommet du Chimborazo en Équateur, un volcan situé presque exactement sur l'équateur. Bien qu'il ne mesure que 6263 mètres au-dessus du niveau de la mer, le renflement équatorial le place environ 2 km plus loin du centre de la Terre que l'Everest. La rotation de la Terre affecte aussi les lancements de fusées. C'est pourquoi la plupart des bases d'Alcatraz de lancement spatial sont situées aussi près de l'équateur que possible. En lançant vers l'est depuis l'équateur, une fusée obtient un coup de pouce gratuit d'environ 1670 km/h de la rotation terrestre. C'est une économie significative de carburant et permet de mettre en orbite des charges plus lourde. Le centre spatial de Kourou en Guyane française, situé à seulement 5 degrés au nord de l'équateur, est l'un des sites de lancement les plus avantageux au monde pour cette raison. Cap Canaveral en Floride, bien que plus éloigné de l'équateur à 28 degrés de latitude, bénéficie encore d'une vitesse de rotation d'environ 1460 km/h. Maintenant, voici quelque chose de fascinant. La rotation de la Terre n'est pas parfaitement constante. Elle ralentit lentement au fil du temps. Les marées causées par la Lune créent une friction qui dissipe l'énergie de rotation de la Terre, la ralentissant d'environ 2 millisecondes par siècle. Cela peut sembler négligeable, mais sur des millions d'années, c'est significatif. Il y a 400 millions d'années, quand les premiers animaux sortirent de l'océan pour coloniser la Terre, un jour ne durait qu'environ 22 heures. Dans quelques millions d'années, les jours seront plus longs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ce ralentissement signifie aussi que nous devons parfois ajouter des secondes intercalaires à nos horloges pour les maintenir synchronisées avec la rotation réelle de la Terre. La dernière seconde intercalaire a été ajoutée le 31 décembre 2016. Ces ajustements sont nécessaires parce que nos horloges atomiques, qui mesurent le temps avec une précision extrême, ne ralentissent pas avec la Terre. Il y a aussi des variations à court terme dans la vitesse de rotation de la Terre. Les tremblements de terre majeurs peuvent redistribuer la masse à l'intérieur de la planète, changeant légèrement sa vitesse de rotation. Le séisme et le tsunami de 2011 au Japon ont raccourci la journée d'environ 1,8 microsecondes en déplaçant suffisamment de masse pour affecter la rotation globale. Les changements saisonniers affectent aussi la rotation. En hiver dans l'hémisphère nord, la neige s'accumule sur les continents, déplaçant de l'eau des océans vers la Terre. Cette redistribution de masse change légèrement la vitesse de rotation, un peu comme une patineuse qui ralentit en étendant ses bras. Même le vent peut affecter la rotation. Les vents d'ouest puissants dans l'atmosphère transfèrent du moment angulaire entre l'air et la surface solide, changeant très légèrement la vitesse de rotation de la planète. Ces changements sont minuscules, mesurés en fractions de millisecondes, mais ils sont réels et mesurables avec des instruments modernes. Maintenant que nous avons compris la rotation de la Terre, passons au mouvement suivant, l'orbite terrestre autour du Soleil. C'est ici que les vitesses commencent vraiment à devenir impressionnantes. La Terre orbite le Soleil à une distance moyenne d'environ 150 millions de kilomètres. Cette distance est si importante qu'elle définit une unité de mesure en astronomie, l'unité astronomique ou UA. La circonférence de l'orbite terrestre est donc d'environ 940 millions de kilomètres. La Terre met environ 365,25 jours pour faire le tour complet du Soleil. Si nous calculons la vitesse orbitale moyenne, nous obtenons 940 millions de kilomètres divisé par 3, 165,25 jours, ce qui équivaut à environ 2,6 millions de kilomètres par jour ou environ 107 000 km par heure. 107 000 km par heure. Prenez un moment pour absorber ce chiffre. C'est environ 30 km par seconde. En une seconde, pendant que vous clignez des yeux, vous venez de parcourir 30 km autour du Soleil. C'est la distance entre Paris et Versailles, parcourue en un battement de cœur. À cette vitesse, vous pourriez faire le tour de l'équateur terrestre en seulement 22 minutes. Vous pourriez aller de Paris à New York en moins de 3 minutes. C'est une vitesse qui défie complètement notre expérience quotidienne. Et pourtant, nous ne la sentons pas du tout. Pourquoi ? Pour la même raison que nous ne sentons pas la rotation de la Terre. La vitesse est constante, ou presque. L'orbite terrestre n'est pas parfaitement circulaire, c'est une ellipse légèrement aplatie, donc notre vitesse varie un peu au cours de l'année.
En janvier, quand nous sommes au périhélie, le point le plus proche du Soleil, nous voyageons à environ 110 000 km par heure. En juillet, à l'aphélie, le point le plus éloigné, nous ralentissons à environ 103 500 km par heure. Cette variation de 7 000 km par heure se produit graduellement sur 6 mois. Donc, l'accélération est si faible que nous ne pouvons pas la sentir. C'est comme être dans un train qui accélère ou ralentit si lentement que vous ne remarquez jamais le changement. Mais il y a des conséquences observables de notre mouvement orbital. L'une des plus importantes est la parallaxe stellaire. Quand nous observons les étoiles proches depuis différents points de notre orbite, séparés de 6 mois, nous voyons ces étoiles se déplacer légèrement par rapport aux étoiles plus lointaines en arrière-plan. C'est le même effet que vous observez quand vous fermez un œil, puis l'autre, en regardant un objet proche, il semble se déplacer par rapport au fond. Cette parallaxe était l'une des premières de preuves directes que la Terre orbite réellement autour du Soleil. Friedrich Bessel a mesuré la parallaxe de l'étoile 60 et insigné en 1838, prouvant de manière définitive que nous nous déplaçons dans l'espace. Aujourd'hui, nous utilisons la parallaxe pour mesurer les distances aux étoiles proches avec une grande précision. Notre mouvement orbital affecte aussi notre vision des planètes. Les planètes intérieures, Mercure et Vénus, semblent parfois se déplacer en arrière dans le ciel, un phénomène appelé mouvement rétrograde. Ce n'est pas parce qu'elles reculent réellement, mais parce que nous les dépassons dans notre orbite, comme dépasser une voiture plus lente sur l'autoroute fait paraître cette voiture reculée par rapport au paysage lointain. Les planètes extérieures montrent aussi un mouvement rétrograde, mais pour la raison inverse, quand nous passons entre elles et le Soleil, elles semblent reculer temporairement contre le fond des étoiles. Les anciens astronomes étaient profondément troublés par ces mouvements rétrogrades. Ce n'est que lorsque Copernic a proposé que la Terre orbite le Soleil et non l'inverse, que ces mouvements ont pu être expliqués simplement. Notre vitesse orbitale a aussi des implications pour les missions spatiales. Quand nous lançons une sonde vers les planètes extérieures, nous devons accélérer par rapport au Soleil, ce qui signifie ajouter de la vitesse aux 107 000 km par heure que nous avons déjà. Inversement, pour une mission vers les planètes intérieures comme Mercure, nous devons ralentir, ce qui nécessite paradoxalement presque autant d'énergie. La sonde Parker Solar Probe, lancée en 2018 pour étudier le Soleil de près, a dû ralentir considérablement par rapport à l'orbite terrestre. Cela a nécessité plusieurs survols de Vénus pour perdre progressivement de la vitesse orbitale. C'est contre-intuitif, on pourrait penser qu'aller vers le Soleil serait facile. Il suffit de tomber vers lui. Mais en réalité, notre vitesse orbitale nous maintient en orbite. Et pour approcher le Soleil, nous devons perdre cette vitesse. L'orbite terrestre détermine aussi nos saisons, mais pas de la façon dont beaucoup de gens le pensent. Les saisons ne sont pas causées par les changements de distance au Soleil, l'effet de l'orbite elliptique est trop petit. Elles sont causées par l'inclinaison de l'axe terrestre. L'axe de rotation de la Terre est incliné d'environ 23,5 degrés par rapport à la perpendiculaire du plan orbital. Cette inclinaison signifie que pendant une partie de l'année, l'hémisphère nord est penché vers le Soleil, recevant plus de lumière directe et ayant l'été. 6 mois plus tard, bien après avoir parcouru la moitié de notre orbite, l'hémisphère nord est penché loin du Soleil, recevant moins de lumière directe et ayant l'hiver. Ironiquement, la Terre est en fait plus proche du Soleil pendant l'hiver de l'hémisphère nord. Nous sommes au périhélie début janvier, en plein hiver boréal, mais l'inclinaison de l'axe est beaucoup plus importante que la légère variation de distance. Cette inclinaison axiale n'est pas parfaitement stable non plus. Elle oscille lentement entre environ 22 et 24,5 degrés sur un cycle d'environ 41 000 ans. Ces changements, combinés avec d'autres variations orbitales, affectent le climat terrestre sur de longues périodes et sont en partie responsables des cycles glaciaires. Il y a aussi un phénomène fascinant appelé précession. L'axe de rotation de la Terre tourne lentement, comme une toupie qui vacille. Ce mouvement prend environ 26 000 ans pour un cycle complet. Il y a 5 000 ans, quand les pyramides étaient construites, l'étoile polaire n'était pas Polaris, mais Tuban dans la constellation du Dragon. Dans 13 000 ans, l'étoile Vega sera notre étoile polaire. Cette précession change aussi lentement quel hémisphère est penché vers le Soleil au périhélie et à l'aphélie. Dans environ 13 000 ans, l'hémisphère nord sera penché vers le Soleil quand nous serons au point le plus proche, ce qui rendra les étés de l'hémisphère nord encore plus chauds et les hivers encore plus froids. Maintenant, combinons nos deux premiers mouvements, la rotation et l'orbite. Votre trajectoire réelle dans l'espace n'est ni un cercle parfait, ni une spirale simple. C'est une hélice complexe. Chaque jour, pendant que vous faites le tour de la Terre une fois, la Terre elle-même avance d'environ 2,6 millions de kilomètres le long de son orbite.
Le résultat est que vous tracez une spirale à travers l'espace, ne revenant jamais exactement au même point. Pensez-y un instant. Chaque emplacement dans l'espace est unique dans l'histoire de l'univers. L'endroit exact où vous êtes assis maintenant, défini par vos coordonnées dans l'espace tridimensionnel, n'a jamais été occupé par vous auparavant et ne le sera jamais plus. Vous êtes un voyageur cosmique parcourant continuellement un nouveau territoire à travers le vide. Maintenant, préparons-nous à une accélération majeure de notre voyage cosmique. La Terre orbite le Soleil, mais le Soleil lui-même n'est pas immobile. Il voyage à travers notre galaxie, la Voie lactée, à une vitesse qui éclipse tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Le Soleil orbite autour du centre de la Voie lactée, situé à environ 26 000 années-lumière de nous. Pour mettre cela en perspective, une année-lumière est d'environ 9 500 milliards de kilomètres. Donc, le Soleil est à environ 247 000 milliards de kilomètres du centre galactique. C'est un nombre si grand qu'il perd tout sens à l'échelle humaine. À cette distance énorme, le Soleil orbite le centre galactique à une vitesse d'environ 790 000 km par heure ou environ 220 km par seconde. C'est presque 8 fois plus rapide que notre orbite autour du Soleil. À cette vitesse vertigineuse, combien de temps faut-il au Soleil pour faire le tour complet de la galaxie? Environ 225 à 250 millions d'années. Les astronomes appellent cette période une année galactique ou année cosmique. Pensez à ce que cela signifie pour l'histoire de la vie sur Terre. Les dinosaures ont dominé la Terre pendant environ 165 millions d'années. Pendant toute cette ère, le Soleil n'a même pas complété une orbite galactique complète. La dernière fois que notre système solaire était à peu près à cet endroit dans la galaxie, les dinosaures commençaient d'un seulement à évoluer à partir de reptiles plus anciens. Depuis la formation de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années, notre système solaire a fait environ 20 orbites galactiques. 20 fois, nous avons fait le tour complet de cette immense roue cosmique qu'est notre galaxie. Mais le mouvement du Soleil à travers la galaxie n'est pas simplement circulaire. Comme la Terre qui tourne sur son axe tout en orbitant le Soleil oscille verticalement par rapport au plan galactique tout en orbitant le centre. Il monte et descend à travers le disque de la galaxie dans un cycle d'environ 64 millions d'années. Actuellement, nous sommes légèrement au-dessus du plan galactique et nous nous déplaçons vers le haut. Dans environ 13 millions d'années, nous atteindrons le point maximum, environ 300 années-lumière au-dessus du plan. Puis nous redescendrons, traverseront le plan dans environ 32 millions d'années, continueront vers le bas jusqu'à atteindre un point bas dans environ 45 millions d'années et remonteront pour compléter le cycle. Cette oscillation verticale pourrait avoir des conséquences importantes pour la vie sur Terre. Certains scientifiques ont proposé que lorsque nous traversons le plan galactique, où la densité d'étoiles et de matière est plus élevée, nous sommes plus susceptibles de rencontrer des nuages de comètes qui pourraient être perturbés et envoyés vers le système solaire intérieur, augmentant le risque d'impact sur Terre. Il y a aussi des preuves suggestives que les extinctions de masse dans l'histoire de la Terre pourraient avoir un cycle d'environ 60 à 70 millions d'années, ce qui correspondrait approximativement à notre cycle d'oscillation verticale. L'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années s'inscrit dans ce modèle. Cependant, cette théorie reste controversée et n'est pas universellement acceptée. Le voyage du Soleil à travers la galaxie n'est pas un parcours solitaire. Il est accompagné par un cortège d'étoiles voisines qui forment ce qu'on appelle le voisinage solaire local. Ces étoiles, dont certaines sont visibles à l'œil nu, voyagent plus ou moins dans la même direction que nous, à des vitesses similaires. Mais il y a de petites différences de vitesse et de direction, ce qui signifie que notre voisinage stellaire change lentement au fil du temps. Dans environ 33 000 ans, l'étoile la plus proche de nous ne sera plus Proxima Centauri, actuellement à 4,2 années-lumière. Ce sera Ross 248 qui passera à environ 3,2 années-lumière de nous. Puis, dans environ 36 000 ans, une autre étoile appelée Gliese 710 passera encore plus près, à environ 1,1 année-lumière. Ces rencontres stellaires proches sont rares, mais se produisent régulièrement à l'échelle cosmique. Il y a environ 70 000 ans, quand nos ancêtres Homo sapiens commençaient à se répandre hors d'Afrique, une étoile appelée étoile de Scholz est passée à seulement 0,8 années-lumière du Soleil dans le nuage d'Oort externe. C'est la rencontre stellaire proche la plus récente que nous connaissons. Heureusement, cette petite naine rouge n'a pas perturbé significativement le nuage d'Oort et n'a pas envoyé de pluie de comètes vers le système solaire intérieur. Notre vitesse à travers la galaxie signifie aussi que nous rencontrons différents environnements galactiques au fil du temps. Parfois, nous traversons des régions de gaz et de poussière plus denses. À d'autres moments, nous sommes dans des régions plus vides.
Ces variations pourraient affecter l'héliosphère, la bulle de vent solaire qui protège notre système solaire des rayons cosmiques galactiques. Certains scientifiques ont spéculé que lorsque nous traversons des nuages interstellaires denses, l'héliosphère pourrait être comprimée, permettant à plus de rayons cosmiques d'atteindre la Terre. Cela pourrait augmenter les mutations génétiques et potentiellement influencer l'évolution. C'est une hypothèse fascinante, bien que difficile à tester. La galaxie elle-même n'est pas un disque uniforme et statique. Elle a une structure en spirale avec des bras où la densité d'étoiles et de gaz est plus élevée. Notre système solaire se trouve actuellement dans ce qu'on appelle le bras d'Orion, ou éperon d'Orion, une structure mineure entre deux bras spiraux principaux. En orbiting le centre galactique, Tabiachi, nous passons périodiquement à travers ces bras spiraux. Chaque passage, qui se produit environ tous les 100 millions d'années, nous expose à un environnement plus dense, avec plus d'étoiles jeunes et massives. Ces étoiles vivent vite et explosent en supernova, créant des régions de radiation intense. Certains chercheurs ont proposé que ces passages à travers les bras spiraux pourraient être liés aux extinctions de masse sur Terre, mais les preuves sont ambiguës. La corrélation n'est pas parfaite, et il y a de nombreux autres facteurs qui pourraient causer des extinctions de masse. Au centre de notre galaxie se trouve un trou noir supermassif appelé Sagittarius A étoile ou SGR A étoile pour faire court. Il a une masse d'environ 4 millions de fois celle du Soleil. C'est un monstre cosmique, mais à notre distance de 26 000 années-lumière, son influence gravitationnelle directe sur nous est négligeable. C'est la masse collective de toutes les étoiles, le gaz, et la matière noire entre nous et le centre qui gouverne notre orbite. En fait, la plupart de la masse de la galaxie n'est pas dans les étoiles visibles, mais dans un halo de matière noire, une forme mystérieuse de matière qui n'interagit pas avec la lumière mais exerce une force gravitationnelle. Sans cette matière noire invisible, nos calculs de la vitesse orbitale du Soleil ne correspondraient pas aux observations. La matière noire représente probablement environ 85% de la masse totale de la galaxie. Notre vitesse de 790 000 km/h à travers la galaxie est impressionnante. Mais elle est modeste comparée à certaines autres étoiles. Les étoiles proches du centre galactique, dans le renflement central, orbitent à des vitesses bien supérieures. Certaines étoiles très proches du trou noir supermassif central atteignent des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, une fraction significative de la vitesse de la lumière. Il existe aussi ce qu'on appelle des étoiles en fuite, des étoiles qui ont été éjectées de leur système d'origine par des interactions gravitationnelles violentes, souvent impliquant des systèmes d'étoiles multiples ou des rencontres avec des trous noirs. Ces étoiles peuvent atteindre des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde par rapport à la galaxie, suffisamment rapides pour éventuellement échapper complètement à l'attraction gravitationnelle de la Voie lactée et devenir des vagabondes dans l'espace intergalactique. Une étoile en fuite particulièrement remarquable est S5HVS1, découverte en 2019. Elle voyage à plus de 1700 km par seconde, ayant été éjectée du centre galactique il y a environ 5 millions d'années, probablement par une interaction avec le trou noir supermassif. À cette vitesse, elle quittera finalement la Voie lactée et dérivera dans l'espace intergalactique pour toujours. Notre Soleil est une étoile beaucoup plus sage et stable, suivant une orbite régulière, sans drama cosmique. Mais même ce voyage apparemment paisible nous emmène à travers des régions vastes et variées de notre galaxie, exposant notre système solaire à différents environnements au fil des centaines de millions d'années. Maintenant, préparons-nous pour le niveau suivant de mouvement cosmique. Notre galaxie, la Voie lactée, ne reste pas immobile dans l'univers. Elle aussi est en mouvement, entraînant avec elle tous ces centaines de milliards d'étoiles, y compris notre Soleil. La Voie lactée fait partie d'un groupe d'une cinquantaine de galaxies appelé le groupe local. Ce groupe s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière et est dominé par deux grandes galaxies de spirale, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Les autres membres sont principalement des galaxies naines, beaucoup plus petites. Le groupe local lui-même n'est pas stationnaire. Il est attiré vers une concentration massive de galaxies appelée l'amas de la Vierge, située à environ 54 millions d'années-lumière de nous. Cet amas contient environ 1300 à 2000 galaxies et est le centre du superamas de la Vierge, une structure encore plus grande dont nous faisons partie. Notre galaxie se déplace vers l'amas de la Vierge à une vitesse d'environ 400 km par seconde, soit environ 1 440 000 km par heure. C'est presque 2 fois notre vitesse orbitale autour du centre galactique. Mais attendez, ce n'est pas tout.
Les observations ont révélé qu'il y a un mouvement encore plus grand. Au-delà de l'amas de la Vierge, il existe une concentration de masse encore plus grande, quelque chose que les astronomes appellent le grand attracteur. C'est une région de l'espace contenant une masse équivalente à des dizaines de milliers de galaxies, située à environ 250 millions d'années-lumière de nous. Le grand attracteur exerce une force gravitationnelle massive qui attire non seulement notre galaxie mais des milliers d'autres dans sa direction. Notre mouvement vers lui ajoute environ 300 km par seconde supplémentaires à notre vitesse cosmique. Et même le grand attracteur n'est pas le mot final. Des observations encore plus détaillées ont révélé une structure appelée le superamas de Laniakea, un complexe gigantesque de galaxies s'étendant sur environ 500 millions d'années-lumière. Notre voile Voie lactée n'est qu'un minuscule point dans cette structure immense et nous nous déplaçons avec elle dans l'espace intergalactique. Au total, quand nous additionnons tous ces mouvements, notre mouvement réel à travers l'univers par rapport au cadre de référence cosmologique, défini par le rayonnement de fond cosmique, micro-ondes, est d'environ 600 km par seconde, soit environ 2 160 000 km par heure. 2 160 000 km par heure. C'est notre vitesse ultime à travers le cosmos. À cette vitesse incroyable, nous parcourons environ 600 km chaque seconde. En une minute, nous voyageons 36 000 km, presque la circonférence de la Terre. En une heure, nous parcourons plus de 2 millions de kilomètres, assez pour aller de la Terre à la Lune 5 fois. Le rayonnement de fond cosmique micro-ondes, ou CMB, est la lumière la plus ancienne de l'univers, émise environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers est devenu transparent pour la première fois. Ce rayonnement remplit uniformément tout l'espace et fournit un cadre de référence naturel pour mesurer le mouvement. Quand les astronomes ont cartographié le CMB avec une grande précision, ils ont découvert quelque chose de fascinant. Il n'est pas parfaitement uniforme. Il y a un motif de dipôle, une direction où le rayonnement apparaît légèrement plus chaud et énergétique, et une direction opposée où il apparaît plus froid. Ce n'est pas une vraie différence de température, mais un effet Doppler causé par notre mouvement. Quand nous nous déplaçons vers une source de lumière, les ondes lumineuses sont comprimées, rendant la lumière plus bleue et énergétique, ce qu'on appelle le décalage vers le bleu. Quand nous nous éloignons, les ondes sont étirées, rendant la lumière plus rouge et moins énergétique, le décalage vers le rouge. Le motif de dipôle dans le CMB nous dit exactement dans quelle direction et à quelle vitesse nous nous déplaçons par rapport à ce cadre de référence cosmique ancien. Cette vitesse de 600 km par seconde représente notre mouvement absolu à travers l'univers dans un sens très réel. C'est notre vitesse par rapport à l'état global de repos de l'univers défini par le CMB. Bien sûr, selon la relativité d'Einstein, il n'y a pas de cadre de référence vraiment privilégié. Toute vitesse est relative. Mais le CMB fournit un cadre de référence pratique et physiquement significatif. Notre trajectoire dans l'espace à cette vitesse ultime n'est ni une ligne droite ni une spirale simple. C'est une combinaison complexe de tous les mouvements que nous avons discutés. Rotation quotidienne, orbite annuelle autour du Soleil, orbite de 225 millions d'années autour du centre galactique, oscillation verticale à travers le plan galactique et mouvement avec la galaxie vers les concentrations de masse distantes. Le résultat est une trajectoire incroyablement complexe et unique. Chaque point que vous occupez dans l'espace est absolument unique dans toute l'histoire de l'univers. Vous n'avez jamais été là avant et vous n'y serez jamais plus. Vous êtes un voyageur cosmique unique, traçant un chemin à travers l'espace-temps que personne d'autre ne suivra jamais. Mais il y a encore un autre niveau de mouvement, le plus étrange et le plus profond de tous, l'expansion de l'univers lui-même. Ce mouvement est fondamentalement différent de tous ceux dont nous avons parlé jusqu'à présent. En 1929, l'astronome Edwin Hubble a fait une découverte révolutionnaire. En observant des galaxies distantes, il a remarqué que presque toutes s'éloignaient de nous. Et plus une galaxie était lointaine, plus elle s'éloignait rapidement. Cette relation entre distance et vitesse est maintenant appelée la loi de Hubble. Mais voici ce qui est crucial. Ces galaxies ne se déplacent pas à travers l'espace dans le sens ordinaire. L'espace lui-même se dilate entre nous et elles. C'est comme si l'univers était un gâteau au raisin en train de cuire. À mesure que la pâte gonfle, tous les raisins s'éloignent les uns des autres, non pas parce qu'ils se déplacent à travers la pâte, mais parce que la pâte elle-même se dilate.
Cette expansion signifie que les galaxies très distantes s'éloignent de nous à des vitesses qui dépassent la vitesse de la lumière. Cela ne viole pas la relativité d'Einstein parce qu'elle ne se déplace pas réellement à travers l'espace à ces vitesses, c'est l'espace entre nous et elle qui se dilate. Le taux d'expansion de l'univers est décrit par la constante de Hubble, actuellement mesurée à environ 70 km par seconde par mégaparsec. Un mégaparsec équivaut à environ 3,26 millions d'années-lumière. Cela signifie que pour chaque mégaparsec de distance, la vitesse d'éloignement augmente de 70 km par seconde. Une galaxie à 10 mégaparsecs s'éloigne de nous à environ 700 km par seconde. Une galaxie à 100 mégaparsecs s'éloigne à 7000 km par seconde. À une distance d'environ 14 000 mégaparsecs, soit environ 14,4 milliards d'années-lumière, les galaxies s'éloignent de nous à la vitesse de la lumière. Au-delà de cette distance, appelée l'horizon cosmique, les galaxies s'éloignent plus vite que la lumière et nous ne pourrons jamais les voir. Même en principe, leur lumière ne pourra jamais nous atteindre parce que l'espace entre nous et elles se dilate plus rapidement que la lumière ne peut le traverser. Cette expansion signifie que l'univers observable a une limite. Il ne s'agit pas d'un bord physique, mais d'une limite à ce que nous pouvons voir, déterminée par l'âge fini de l'univers et la vitesse finie de la lumière combinée avec l'expansion. Maintenant, voici quelque chose de vraiment étrange. L'expansion de l'univers s'accélère. Ce n'était pas prévu. Les astronomes s'attendaient à ce que l'expansion ralentisse au fil du temps en raison de l'attraction gravitationnelle mutuelle de toute la matière dans l'univers. Mais les observations de supernovas distantes dans les années 1990 ont montré le contraire. Il semble y avoir une forme mystérieuse d'énergie, appelée énergie noire, qui remplit tout l'espace et pousse l'univers à se dilater de plus en plus rapidement. Cette énergie noire représente environ 68% de toute l'énergie de l'univers. Nous ne savons pas ce que c'est l'un des plus grands mystères de la physique moderne. À cause de cette accélération, les galaxies distantes s'éloignent de nous à des vitesses toujours croissantes. Dans des milliards d'années, les galaxies au-delà de notre groupe local auront été emportées si loin et si vite que leur lumière ne pourra plus nous atteindre. Les astronomes futurs, s'il y en a, regarderont dans leur télescope et ne verront qu'une poignée de galaxies proches, pensant peut-être que c'est tout ce qui existe. Ironiquement, nous vivons à une époque spéciale où nous pouvons voir une grande partie de l'univers. Dans le passé lointain, l'univers était trop jeune et trop petit pour voir beaucoup. Dans le futur lointain, l'expansion l'aura emporté au-delà de notre horizon. Nous sommes dans une fenêtre temporelle relativement brève où l'univers révèle une grande partie de sa structure. L'expansion de l'univers affecte aussi notre compréhension des distances et des vitesses cosmiques. Quand nous disons qu'une galaxie est à 1 milliard d'années-lumière, qu'est-ce que cela signifie exactement? La lumière que nous voyons a voyagé pendant 1 milliard d'années pour nous atteindre. Mais pendant ce temps, l'univers s'est dilaté. La galaxie était plus proche quand elle a émis la lumière que nous voyons maintenant, et elle est maintenant beaucoup plus loin. Il y a plusieurs façons de définir la distance dans un univers en expansion, et elles donnent toutes des réponses différentes. Il y a la distance de temps de parcours de la lumière, la distance comobile, la distance de luminosité et la distance de diamètre angulaire. Chacune est utile dans différents contextes, mais elles peuvent différer d'un facteur de 2 ou plus pour les objets très distants. Cette complexité montre que notre notion intuitive de distance et de vitesse commence à se décomposer à des échelles cosmologiques. L'univers est plus étrange et plus difficile à conceptualiser que notre expérience quotidienne ne le suggère. Revenons maintenant à notre vitesse personnelle à travers l'univers. Nous avons calculé que nous nous déplaçons à environ 600 km par seconde, soit environ 2 160 000 km par heure, par rapport au rayonnement de fond cosmique micro-ondes. C'est notre vitesse la plus significative à l'échelle cosmique, la vitesse à laquelle nous nous déplaçons réellement à travers l'univers. Mais nous devons aussi tenir compte de l'expansion de l'univers. L'espace autour de nous se dilate, emportant les galaxies distantes. À notre emplacement local, l'effet de l'expansion est négligeable, complètement dominé par les forces gravitationnelles locales qui maintiennent ensemble notre galaxie et le groupe local. Mais à grande échelle, l'expansion est le mouvement dominant. Si nous additionnons tous nos mouvements, nous obtenons une image complexe. Nous tournons avec la Terre à environ 1000 km par heure. Nous orbitons le Soleil à 107 000 km par heure. Le Soleil orbite le centre galactique à 790 000 km par heure. Notre galaxie se déplace vers des concentrations de masse distantes à environ 1 440 000 km par heure. Et tout cela se combine en un mouvement net d'environ 2 160 000 km par heure par rapport au CMB. C'est une vitesse stupéfiante, environ 0,2%.
de la vitesse de la lumière. En une année, nous parcourons environ 19 milliards de kilomètres dans notre voyage cosmique. En toute votre vie, disons 80 ans, vous aurez voyagé environ 1500 milliards de kilomètres à travers l'univers. C'est environ 160 années-lumière de voyage cosmique rien qu'en existant. Avec toutes ces vitesses vertigineuses, vous vous demandez sûrement pourquoi ne sentons-nous absolument rien? Pourquoi pouvons-nous nous asseoir tranquillement et boire une tasse de café sans que le liquide ne soit projeté hors de la tasse par ces mouvements incroyables? La réponse fondamentale est que nous ne pouvons jamais sentir une vitesse constante. Ce que nous ressentons, c'est l'accélération, les changements de vitesse ou de direction. C'est un principe fondamental qui remonte à Galilée et qui a été formalisé par Newton dans ses lois du mouvement. Imaginez que vous êtes dans un avion volant à 900 km/h à altitude de croisière. Si vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas dire si l'avion bouge ou s'il est immobile au sol. Ce n'est que pendant le décollage, quand l'avion accélère, ou pendant les turbulences, quand il change de direction, que vous sentez le mouvement. De même, tous nos mouvements cosmiques sont essentiellement constants à l'échelle humaine. La rotation de la Terre change si lentement qu'elle est imperceptible. Notre orbite autour du Soleil est presque circulaire, donc l'accélération centripète est constante. Le mouvement du Soleil à travers la galaxie se déroule sur des millions d'années sans changement perceptible. Il y a cependant une subtilité. Tout mouvement orbital implique une accélération parce que la direction change constamment. Même si la vitesse reste constante, c'est chez le mais au changer de direction est une accélération. Quand vous tournez dans une voiture à vitesse constante, vous sentez une force vous pousser vers l'extérieur, c'est la force centrifuge. Alors, pourquoi ne sentons-nous pas l'accélération centripète de notre orbite autour du Soleil? La réponse est là que cette accélération est extrêmement faible. L'accélération centripète est égale à la vitesse au carré divisée par le rayon de l'orbite. Pour notre orbite autour du Soleil, cela donne environ 0,006 mètres par seconde au carré. Pour comparaison, l'accélération de la gravité terrestre est de 9,8 mètres par seconde au carré. L'accélération centripète de notre orbite solaire est environ 1600 fois plus faible. Elle est cela, mais elle est noyée dans le bruit de toutes les autres forces que nous expérimentons. De plus, cette accélération est exactement compensée par l'attraction gravitationnelle du Soleil. En orbite, vous êtes en chute libre vers le Soleil, mais votre vitesse latérale vous fait constamment manquer le Soleil. La force gravitationnelle fournit exactement l'accélération centripète nécessaire pour maintenir l'orbite. Du point de vue d'Einstein, vous suivez simplement une ligne droite à travers l'espace-temps courbé. Le même principe s'applique à notre orbite autour du centre galactique. L'accélération est encore plus faible, complètement imperceptible. Et pour le mouvement de notre galaxie vers les concentrations de masse distantes, il n'y a pratiquement aucune accélération détectable sur des échelles de temps humaines. Il y a aussi le principe d'équivalence d'Einstein, qui dit que vous ne pouvez pas distinguer localement entre l'accélération gravitationnelle et toute autre forme d'accélération. Quand vous êtes dans un ascenseur qui accélère vers le haut, vous vous sentez plus lourd, exactement comme si la gravité avait augmenté. Quand vous êtes en orbite, en chute libre, vous ne sentez aucune gravité du tout. Même si techniquement la gravité est toujours là, vous tirant vers le corps que vous orbitez. C'est pourquoi les astronautes en orbite autour de la Terre ressentent l'apesanteur. Ils tombent vers la Terre avec la même accélération que leur vaisseau spatial, donc du point de vue à l'intérieur du vaisseau, tout flotte. Ils sont dans un état de chute libre continue, manquant constamment la Terre parce qu'ils se déplacent si vite latéralement. Notre situation sur Terre est similaire, mais à une échelle beaucoup plus grande. Nous sommes en chute libre autour du Soleil, et le Soleil est en chute libre autour du centre galactique. Toutes ces accélérations gravitationnelles s'annulent de notre point de vue local. Il y a cependant de très petites forces de marée qui résultent de gradients gravitationnels. La gravité de la Lune est plus forte du côté de la Terre le plus proche d'elle que du côté opposé. Cette différence crée les marées océaniques. De même, il y a de minuscules forces de marée dues au Soleil, à la galaxie et même aux structures cosmiques distantes. Mais ces forces sont si incroyablement faibles à notre échelle qu'elles sont totalement imperceptibles. En fait, la seule raison pour laquelle nous sentons quoi que ce soit est que nous sommes debout sur la surface solide de la Terre qui nous empêche de tomber librement vers le centre de la planète. La force que vous sentez comme votre poids n'est pas vraiment la gravité vous tirant vers le bas. C'est le sol vous poussant vers le haut pour vous empêcher de tomber librement. Si vous pouviez tomber librement vers le centre de la Terre, vous ne sentiriez aucun poids du tout, exactement comme les astronautes en orbite. Maintenant que nous comprenons les vitesses extraordinaires auxquelles nous voyageons, prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie, à la fois philosophiquement et pratiquement. D'abord, considérons ce que ces vitesses révèlent sur la nature du mouvement et de la réalité. Dans notre vie quotidienne, nous avons une notion intuitive du repos et du mouvement.
Nous pensons que nous sommes immobiles quand nous sommes assis dans une chaise et en mouvement quand nous marchons ou conduisons une voiture. Mais comme nous l'avons vu, il n'existe pas de repos absolu. Même assis tranquillement, vous voyagez à 2 millions de kilomètres par heure à travers l'univers. Le mouvement est relatif. Il dépend toujours du cadre de référence que vous choisissez. Cette relativité du mouvement était au cœur de la révolution scientifique. Galilée a défendu l'idée que la Terre se déplace autour du Soleil, même si nous ne le sentons pas. Ses opposants argumentaient « si la Terre bougeait vraiment, ne sentirions-nous pas le vent constant de notre mouvement? Ne verrions-nous pas les oiseaux en vol laissés derrière ?» Galilée a répondu avec son célèbre exemple du navire. Si vous êtes dans la cabine d'un navire naviguant en douceur, tous les objets à l'intérieur se comportent exactement comme si le navire était immobile. Vous ne pouvez pas dire par aucune expérience menée à l'intérieur de la cabine si le navire bouge ou non. C'est le principe de relativité galiléenne qui a jeté les bases de l'as de la relativité d'Einstein. Einstein a étendu ce principe à toutes les lois de la physique, y compris la lumière. Il n'y a pas de cadre de référence privilégié dans l'univers. Toute vitesse est relative. La seule constante universelle est la vitesse de la lumière elle-même, qui est la même pour tous les observateurs, quelle que soit leur vitesse. Cette compréhension a profondément changé notre vision de la réalité. L'espace et le temps ne sont pas des arrière-plans fixes absolus, mais sont relatifs et interconnectés en espace-temps. La simultanéité et ses relatives, les événements qui sont simultanés pour un observateur, peuvent ne pas l'être pour un autre en mouvement relatif. Nos vitesses cosmiques nous connectent aussi à l'histoire de l'univers. Le fait que nous nous déplaçons à 600 km par seconde par rapport au rayonnement de fond cosmique micro-ondes signifie que nous avons une vitesse par rapport à l'état de l'univers il y a 13,8 milliards d'années. C'est un lien direct avec le Big Bang conservé dans la structure du cosmos. La direction de notre mouvement cosmique pointe vers une région du ciel dans la constellation du Lion. Si vous regardez dans cette direction, vous regardez vers l'endroit où nous allons dans notre voyage cosmique. Dans la direction opposée, dans la constellation de l'Éridan, vous regardez d'où nous venons. C'est notre orientation dans l'univers à grande échelle. Il y a aussi des implications pratiques pour l'astronomie et l'exploration spatiale. Comprendre nos mouvements est crucial pour naviguer dans l'espace. Quand nous envoyons une sonde vers Mars, nous devons prendre en compte non seulement où Mars est maintenant, mais où elle sera quand la sonde arrivera, ce qui dépend des mouvements orbitaux complexes de la Terre et de Mars. Pour les missions vers les planètes extérieures, les trajectoires deviennent encore plus complexes. La sonde Voyager, par exemple, a utilisé des assistances gravitationnelles de Jupiter, Saturne et d'autres planètes pour accélérer et changer de direction. Ces manœuvres n'auraient pas été possibles sans une compréhension précise des mouvements orbitaux. Les observations astronomiques doivent aussi tenir compte de nos mouvements. Quand nous mesurons la vitesse d'une étoile ou d'une galaxie lointaine, nous devons soustraire notre propre mouvement pour obtenir la vraie vitesse de l'objet. C'est comme essayer de mesurer la vitesse d'une autre voiture depuis votre propre voiture en mouvement, vous devez tenir compte de votre propre vitesse. Le décalage Doppler, le changement de fréquence de la lumière dû au mouvement, est un outil crucial en astronomie. Il nous permet de mesurer les vitesses des étoiles et des galaxies, mais nous devons être prudents pour séparer le décalage Doppler dû au mouvement de l'objet de celui dû à notre propre mouvement et à l'expansion de l'univers. Nos mouvements affectent aussi les observations de phénomènes transitoires comme les supernovas et les sursauts gamma. Un événement qui semble se produire dans une certaine direction du ciel est en fait décalé légèrement par rapport à sa vraie position en raison de notre mouvement, un effet appelé aberration stellaire. James Bradley a découvert l'aberration stellaire en 1728. Il a remarqué que les positions apparentes des étoiles changeaient légèrement au cours de l'année en raison du mouvement orbital de la Terre autour du Soleil. C'était une preuve précoce que la Terre se déplace réellement, bien avant que la parallaxe stellaire ne soit mesurée. L'aberration stellaire est similaire à l'effet que vous observez quand vous conduisez sous la pluie. Si vous êtes immobile, les gouttes de pluie tombent verticalement. Mais quand vous conduisez, elles semblent venir vers vous à un angle. Plus vous allez vite, plus l'angle est prononcé. Les étoiles tombent vers nous de la même manière en raison de notre mouvement orbital. À l'échelle galactique, notre mouvement à travers la Voie lactée affecte notre vision de la structure galactique. Les étoiles que nous observons ne sont pas où elles semblent être, elles ont bougé depuis que leur lumière a quitté. Pour les étoiles proches, cet effet est petit. Mais pour les étoiles à des milliers d'années-lumière, elles pourraient avoir parcouru des distances significatives pendant que leur lumière voyageait vers nous. Notre mouvement cosmique à grande échelle vers l'amas de la Vierge et au-delà crée aussi des motifs dans notre observation des galaxies distantes. Les galaxies dans la direction de notre mouvement semblent légèrement plus bleues en moyenne, tandis que celles dans la direction opposée semblent plus rouges.
c'est le motif de dipôle que nous avons mentionné plus tôt dans le rayonnement de fond cosmique. Malgré tout ce que nous savons sur nos mouvements cosmiques, il reste de nombreuses questions sans réponse et des mystères persistants. L'une des plus grandes énigmes concerne la nature de la matière noire et de l'énergie noire. Nous savons que la matière noire existe parce que nous pouvons voir ses effets gravitationnels. Elle affecte les mouvements des étoiles dans les galaxies et des galaxies dans les amas. Sans matière noire, nos calculs de vitesse orbitale ne correspondraient pas aux observations. Mais nous ne savons pas ce qu'est la matière noire. Est-ce des particules exotiques qui n'interagissent presque jamais avec la matière ordinaire? Est-ce quelque chose de complètement différent? Peut-être une modification de la gravité elle-même aux grandes échelles? Malgré des décennies de recherche et de nombreuses expériences sensibles, nous n'avons pas encore détecté directement de particules de matière noire. L'énergie noire est encore plus mystérieuse. Elle semble être une propriété de l'espace vide lui-même, une sorte de pression négative qui pousse l'univers à se dilater de plus en plus rapidement. Mais pourquoi l'énergie noire a-t-elle exactement la densité qu'elle a? Pourquoi a-t-elle commencé à dominer l'expansion seulement relativement récemment dans l'histoire cosmique? Certains physiciens spéculent que l'énergie noire pourrait être liée à la constante cosmologique, un terme qu'Einstein a ajouté puis retiré de ses équations. D'autres pensent qu'elle pourrait être un champ dynamique, changeant lentement au fil du temps. Nous ne savons tout simplement pas, et c'est l'un des plus grands problèmes de la physique moderne. Il y a aussi des questions sur la structure à grande échelle de l'univers. Nous avons découvert que les galaxies ne sont pas distribuées uniformément, mais forment des filaments et des feuilles géants entourant de vastes vides. Ces structures cosmiques, s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière, sont parmi les plus grandes structures de l'univers. Comment ces structures se sont-elles formées? Nous avons des modèles de formation de structures basés sur la gravité agissant sur de petites fluctuations de densité dans l'univers primordial. Ces modèles fonctionnent remarquablement bien, mais il y a encore des détails que nous ne comprenons pas complètement. Une question particulièrement intrigante concerne ce qu'on appelle le flux sombre. Certaines observations suggèrent que des amas de galaxies dans certaines régions de l'univers se déplacent dans une direction cohérente à des vitesses qui ne peuvent pas être expliquées par les structures de masse visibles. Ce serait un mouvement au-delà de celui vers le grand attracteur et les autres structures que nous connaissons. Si le flux sombre existe réellement, cela pourrait indiquer des structures massives au-delà de notre horizon cosmique observable, des choses que nous ne pouvons jamais voir, mais dont les effets gravitationnels atteignent notre partie de l'univers. Ou cela pourrait indiquer quelque chose de fondamentalement nouveau sur la nature de la gravité ou de l'univers à très grande échelle. Cependant, ces observations sont controversées, et certains astronomes pensent que le flux sombre pourrait être un artefact des méthodes d'observation. Il y a aussi des questions sur l'homogénéité et l'isotropie de l'univers. À grande échelle, l'univers semble être à peu près le même dans toutes les directions, ce qu'on appelle le principe cosmologique. C'est un principe fondamental de la cosmologie moderne, mais est-ce vraiment vrai à toutes les échelles? Certaines observations récentes ont suggéré de légères violations du principe cosmologique à très grande échelle. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'axe du mal dans le rayonnement de fond cosmique, un alignement inattendu de certaines caractéristiques qui pourraient indiquer une direction préférée dans l'univers. Mais encore une fois, ces résultats sont débattus et pourraient être dus à des biais observationnels subtils. Une autre question profonde concerne la nature même de l'espace-temps. Est-ce continu ou discret à l'échelle la plus fondamentale? La relativité générale traite l'espace-temps comme une structure lisse et continue. Mais la mécanique quantique suggère que tout dans la nature est quantifié, venant en unités discrètes. Comment réconcilier ces deux visions? La gravité quantique, la théorie qui devrait unifier la relativité générale et la mécanique quantique, reste insaisissable. Il existe plusieurs approches théoriques. La théorie des cordes, la gravité quantique à boucle et d'autres, mais aucune n'a encore été confirmée par l'observation. Cette théorie pourrait radicalement changer notre compréhension de l'espace, du temps et du mouvement. Il y a aussi des questions sur la nature du temps lui-même. Pourquoi le temps a-t-il une direction? Pourquoi nous souvenons-nous du passé, mais pas du futur? Cette asymétrie temporelle est liée à l'entropie, la tendance des systèmes à évoluer vers plus de désordre. Mais pourquoi l'univers était-il dans un état de si faible entropie au Big Bang? C'est le mystère de la flèche du temps. Nos mouvements cosmiques sont aussi liés à ces questions profondes. Notre trajectoire à travers l'espace-temps n'est pas seulement un chemin dans l'espace, c'est un chemin à travers la structure quadridimensionnelle de l'espace-temps. Comprendre pleinement notre mouvement nécessite de comprendre la nature de cette structure elle-même.
Alors, après avoir exploré tous ces mouvements, de la rotation quotidienne de la Terre au voyage cosmique à travers l'univers en expansion, que pouvons-nous conclure? À quelle vitesse vous déplacez-vous réellement dans l'espace? La réponse dépend de votre cadre de référence. Par rapport à la surface de la Terre, vous pourriez être immobile. Par rapport au Soleil, vous voyagez à environ 107 000 km par heure. Par rapport au centre galactique, vous filez à environ 790 000 km par heure. Et par rapport au rayonnement de fond cosmique micro-ondes, votre vitesse ultime est d'environ 2 160 000 km par heure. C'est 0,2% de la vitesse de la lumière. Assez rapide pour parcourir la distance Terre-Lune en moins de 11 minutes. Assez rapide pour faire le tour de l'équateur terrestre en moins d'1 minute. Assez rapide pour que vous ayez parcouru environ 600 km no depuis le début de cette vidéo. Mais malgré ces vitesses stupéfiantes, vous ne sentez rien. Vous êtes assis tranquillement, peut-être avec une tasse de café qui reste parfaitement immobile dans votre main. C'est le miracle de la vitesse constante et du principe de relativité. Nous sommes tous des voyageurs cosmiques à grande vitesse, mais nous ne le savons que parce que nous avons développé les outils mathématiques et observationnels pour le mesurer. Ces mouvements nous connectent à l'univers de manière profonde. Nous ne sommes pas des observateurs statiques regardant un cosmos qui défile. Nous sommes des participants actifs, emportés par les courants gravitationnels et l'expansion cosmique, traquant des trajectoires uniques à travers l'espace-temps. Chaque seconde de votre vie, vous occupez un emplacement dans l'univers que vous n'avez jamais occupé avant et que vous n'occuperez jamais plus. Votre chemin à travers le cosmos est unique dans toute l'histoire de l'univers, un fil singulier dans la tapisserie de l'existence. Cette réalisation devrait nous remplir d'un sentiment d'émerveillement. Nous vivons sur une planète qui tourne, orbitant une étoile qui voyage à travers une galaxie qui file elle-même à travers un univers en expansion. Nous sommes des passagers sur le vaisseau spatial Terre, lancés dans un voyage cosmique que nous ne pouvons ni contrôler ni arrêter. Mais c'est aussi un voyage que nous pouvons comprendre, au moins en partie. Grâce à la science, nous avons pu mesurer ces mouvements, calculer ces vitesses et construire un modèle cohérent de notre place dans le cosmos. C'est un triomphe remarquable de l'intelligence humaine. Nos ancêtres regardèrent les étoiles et imaginaient qu'elles tournaient autour d'une Terre immobile. Il a fallu des siècles de travail scientifique acharné pour réaliser que c'est l'inverse, que nous sommes en mouvement et que les étoiles sont relativement fixes. Et même maintenant, nous découvrons que les étoiles aussi sont en mouvement et que tout dans l'univers est en flux constant. Cette compréhension change notre perspective. Elle nous humilie en nous montrant que nous sommes de petits êtres sur une petite planète dans un coin obscur d'une galaxie ordinaire parmi des milliards. Mais elle nous élève aussi en nous montrant que nous pouvons comprendre notre place dans cette immensité, que nous pouvons tracer notre chemin à travers le cosmos. Il y a aussi une leçon plus large ici sur la nature de la connaissance scientifique. Nos sens nous disent que nous sommes immobiles. Notre expérience quotidienne nous dit que la Terre est plate et stable. Mais la science nous montre que nos sens peuvent nous tromper, que la réalité est souvent très différente de ce qu'elle semble. Cela ne signifie pas que nos sens sont inutiles. Ils sont parfaitement adaptés pour nous aider à naviguer dans notre environnement immédiat, pour survivre et prospérer à l'échelle humaine. Mais quand nous voulons comprendre l'univers à des échelles bien plus grandes ou plus petites que notre expérience quotidienne, nous devons aller au-delà de nos sens, utilisant des instruments, des mathématiques et le raisonnement. Les vitesses dont nous avons parlé aujourd'hui ont été mesurées et calculées par des générations de scientifiques utilisant des télescopes, des spectromètres, des horloges atomiques et bien d'autres outils. Chaque mesure a été vérifiée et revérifiée, chaque calcul testé contre les observations. C'est ainsi que la science progresse, par accumulation patiente de preuves et de compréhension. Et il y a encore tant à découvrir. Nous ne comprenons pas encore complètement la matière noire et l'énergie noire qui dominent l'univers. Nous ne savons pas si notre univers fait partie d'un multivers plus vaste. Nous ne comprenons pas pleinement comment l'espace-temps émerge au niveau quantique. Chaque réponse que nous trouvons soulève de nouvelles questions. Mais c'est la beauté de la science. Ce n'est pas un ensemble statique de faits, mais un processus continu d'exploration et de découverte. Et vous, en tant que voyageur cosmique, faites partie de cette histoire. Vous n'êtes pas un simple spectateur, mais un participant, se déplaçant à travers l'univers à des vitesses que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. La prochaine fois que vous vous asseyez tranquillement, prenez un moment pour réfléchir à votre véritable mouvement. Vous tournez avec la Terre à plus de 1000 km par heure. Vous orbitez le Soleil à plus de 100 000 km par heure. Vous voyagez à travers la galaxie à près d'1 million de kilomètres par heure. Et vous filez à travers l'univers à plus de 2 millions de kilomètres par heure.
Vous êtes un voyageur cosmique, que vous le sachiez ou non. Votre voyage a commencé il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. C'est poursuivi à travers la formation des galaxies et des étoiles, a été façonné par l'évolution de la vie sur Terre et continue maintenant alors que vous lisez ces mots. Et ce voyage continue. Dans le futur, notre galaxie fusionnera avec Andromède dans environ 4 milliards d'années, créant une nouvelle galaxie elliptique géante. Cette collision galactique changera radicalement notre voisinage cosmique, mais elle se déroulera si lentement, sur des millions d'années, qu'aucune étoile individuelle ne sera directement affectée. Le Soleil et ses planètes continueront leur voyage, peut-être dans une nouvelle orbite autour du centre de la galaxie, fusionnée. Bien avant cela, dans environ 1 milliard d'années, le Soleil sera devenu suffisamment lumineux pour rendre la Terre inhabitable. Les océans s'évaporeront, l'atmosphère sera perdue dans l'espace et notre planète deviendra un désert brûlant. Si l'humanité survit, elle devra avoir migré vers d'autres mondes, poursuivant le voyage cosmique à bord de nouveaux vaisseaux spatiaux naturels ou artificiels. Dans 5 milliards d'années, le Soleil se transformera en géante rouge, gonflant pour engloutir peut-être Mercure, Vénus et possiblement la Terre. Puis il rejettera ses couches externes, créant une nébuleuse planétaire et s'effondrera en naine blanche. Notre système solaire, s'il existe encore, continuera à orbiter le centre galactique, maintenant autour d'une étoile morte et refroidissante. Et au-delà, l'univers continuera à se dilater, accéléré par l'énergie noire mystérieuse. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres, les étoiles s'éteindront, les trous noirs s'évaporeront via le rayonnement de Hawking. Et finalement, dans peut-être 10 puissance 100 ans, l'univers atteindra un état d'entropie maximale appelé la mort thermique. Tout mouvement, toute structure, toute complexité aura cessé. Mais c'est un avenir si lointain qu'il défie l'imagination. Pour l'instant, nous vivons dans un univers jeune et dynamique, plein de mouvements, de structures et de possibilités. Nous avons la chance d'exister dans une ère où les étoiles brillent, où les galaxies se forment et évoluent, et où la vie peut émerger et contempler sa place dans le cosmos. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demande si vous bougez, vous pourrez répondre avec confiance « Oui, je me déplace dans l'espace, et voici exactement à quelle vitesse, 1000 km par heure avec la rotation de la Terre, 107 000 km par heure autour du Soleil, 790 000 km par heure à travers la galaxie, 2 millions de kilomètres par heure à travers l'univers. Nous sommes tous des voyageurs cosmiques sur le plus grand voyage jamais entrepris. Et le plus remarquable, nous l'avons découvert. Nous, petits êtres, sur une petite planète, avons utilisé notre intelligence pour mesurer ces vitesses colossales, pour tracer notre chemin à travers le cosmos, pour comprendre notre place dans l'immensité de l'espace et du temps. C'est peut-être la plus grande réalisation de l'humanité. Non pas de voyager à ces vitesses, nous le faisons automatiquement, mais de comprendre que nous le faisons. Merci d'avoir regardé cette exploration de notre voyage cosmique. Si cette révélation de nos vitesses véritables à travers l'espace vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne manquer aucune future exploration cosmique et de laisser un like sur cette vidéo. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui serait émerveillé d'apprendre qu'il voyage à 2 millions de kilomètres par heure en ce moment même. Et dites-moi dans les commentaires, quel mouvement vous a le plus surpris? Saviez-vous que vous vous déplaciez si vite? À bientôt pour une nouvelle découverte des merveilles de notre univers extraordinaire.